Il est 9h05 dans le studio Messanyamé, c'est l'heure de votre émission Plateau Foot Europe et vous êtes des milliers à nous suivre tous les vendredis. Bien heureux sommes-nous de vous retrouver avec toute l'équipe autour de moi. Franck Nounyama, bonjour, bienvenue. Bonjour Angel, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes en blanc, hein, comme la Maison Blanche? Bon, c'est une couleur parmi tant d'autres. Ah donc, oui, et voilà. Surtout que... Il y a beaucoup de blanc ce matin. matin. Il y a beaucoup de blanc ce matin. Et c'est signe, on ne saurait le dire. Ezekiel Ayataï, buongiorno. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment te portes-tu? Ça va, ça va. Roméo Yetor également là, bien, je sais pas, oui. Ouais. Faites un tour à la radio. Ça sent la Ligue des Champions. Voilà. Justement, ça sent la Ligue des Champions. Comment vous portez-vous? Je vais bien. Ah, ça se voit. Ouais, aujourd'hui c'est vendredi. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Et bien, le merci à vous d'être présent. Elle est également présente parmi nous ce vendredi. Fifi Assobavi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau et une fois encore je salue les auditrices et les auditeurs de cette... Et vous nous avez manqué un vendredi dernier. Oui, j'étais un peu occupé, mais je suis là ce matin. Bien, bienvenue. Bonjour également à Armel Waba. Bonjour Angelo. Comment tu vas? Très bien. Et également parmi nous, Michel Takpa, il n'est plus à présenter. Bonjour Michel. Bonjour Angelo, bonjour à tous. En pleine forme, hein? En pleine forme. Également, Elom Adovo est là pour la vidéo de l'émission que vous pouvez regarder sur le radiosportfmtg.com. Dans ce numéro 482, la première partie est dévolue au 8e de finale retour des Coupes européennes. Nous parlons de Ligue des Champions et de Ligue Europa. Le tirage au sort de ces compétitions-là pour les quarts de finale ont lieu tout à l'heure à partir de 11h. Temps universel. La deuxième partie fait le tour des majeurs. City plus proche que jamais de son 5e titre en première ligue anglaise. Le Barça, le Paris Saint-Germain et le Bayern poursuivent leur sans faute dans leurs championnats respectifs. En Serie A, c'est peut-être le tournant de la saison. La Juve, leader pour la première fois de la saison, compte 4 points d'avance sur le Napoli. Et le thème sportif, le top 3 africain, questions des auditeurs sont également au menu. Vous, auditeurs, vous aurez l'occasion de composer le 22 37 73 50, le 22 48 93 31 pour donner vos affiches des probables quarts de finale parce que le tirage sera lieu tout à l'heure à 11h temps universel. Mise en onde de ce numéro 482, Gildas Caboret, présentation Angelo Folicue. C'est parti pour 85 minutes de pur bonheur du foot européen. Et nous parlons de la Ligue européenne des champions. Nous allons d'abord nous intéresser aux matchs qui ont lieu en milieu de semaine, mardi plus précisément. La Roma face au Shakhtar qui valide son ticket pour les quarts de finale. Franck Nounyama, la Roma qui l'a fait finalement, c'est vrai qu'il y avait une courte défaite 2-1 à l'aller. Mais les Giallorossi sont au rendez-vous. Oui, c'était l'important à souligner. Ils ont cru en cette qualification, je pense. Lorsqu'on voit un peu le match retour, c'était très très fermé parce que les Ukrainiens savaient qu'un match nul les qualifiait ou un match nul vierge ou avec but les qualifiait. Donc ils ont défendu crânement leur chance. Vous savez, les Ukrainiens ont une certaine expérience. Ils ont été vainqueurs de la Ligue Europa 2 ou 3 fois il y a quelques années. Donc, ils connaissaient bien, parfaitement ce parcours européen. Donc, à l'arrivée, je crois que la Roma a fait preuve d'expérience et puis de détermination sur ce but d'Edin Dzeko qui qualifiait finalement les Italiens. Donc, je pense que c'est une très bonne chose pour la Roma qui a disparu de cette scène depuis un bon moment et qui la retrouve. Et Ezekiel, Edin Dzeko, buteur providentiel de la Roma qui revient fort. Êtes-vous surpris quand même par cette qualification? Je dirais oui parce que la Roma même à l'aller n'avait pas vraiment convaincu parlant de jeu. La Roma n'a pas vraiment produit du jeu au match aller et au match retour la Roma a montré beaucoup de carences dans son jeu, surtout dans le secteur défensif. Heureusement qu'il y a un sauveur devant, Edin Dzeko, pour marquer ce but là et permettre à la Roma d'être au tour suivant. Mais je pense que la Roma n'a pas séduit au vu de son plan ou de sa rigueur tactique. Je pense qu'il reste encore beaucoup à faire pour cette équipe. Je pense même que c'est l'équipe la plus facile à jouer des 8 qualifiés pour ces quarts de finale. Le plus dur commence? Oui, c'est maintenant que le plus dur commence pour la Roma. Je pense que la Roma manque de rigueur tactique et donc ça va être difficile pour cette équipe même si la qualification est au bout. Roméo, votre avis sur cette qualif des Giallorossi de Francesco Totti? Je pense que c'est très bien pour
pour le club italien qui avait disputé donc ses derniers quarts de finale, c'était en 2008. Oui. La Roma qui est de retour, ça fait le bonheur surtout des supporters italiens qui ne verront pas leur équipe à la Coupe du Monde, mais l'Italie qui a pu avoir 2 clubs en quart de finale, je crois que c'est très bien. Et dans cette rencontre retour, la Roma a essayé d'appuyer sur l'accélérateur. Un but marqué à l'extérieur, ça vaut beaucoup de choses. Et là, ils ont gagné 1-0 à domicile pour se qualifier. C'est très bien pour la Roma. Et je crois que comme Aïe l'a souligné tout à l'heure, la Roma n'a pas les armes nécessaires pour aller plus loin dans cette compétition. Je crois que ça va s'arrêter en quart de finale. Et on attend de voir Oui. le prochain adversaire. Pour le dire, nous sommes en football, tout peut arriver. Non, mais au même moment, c'est une qualification qui fait du bien au football italien. Ça permet à l'Italie de soigner son indice coefficient UEFA. Voilà, donc je pense que ça va aider l'Italie quand même à rester dans les majeurs pour ne pas descendre. Et on va s'intéresser à une autre équipe, celle que Fifi aime beaucoup, on peut dire Manchester United face à Séville, le Manchester de certains grands José Mourinho, battu à domicile 2-1. Je dirais que c'est la surprise de ces huitièmes retours, oui. Parce que déjà au match aller, on a vu que Manchester a beaucoup souffert, mais a quand même su obtenir le nul de 0 but partout. N'était-ce pas un nul assez piège? Oui, c'était un nul assez piège. Et surtout que quand au match retour, on a senti cette équipe de Manchester jouer comme si Manchester avait déjà un acquis, que maintenant Manchester voulait protéger cet acquis-là. On n'a pas senti une équipe qui voulait vraiment aller chercher une victoire, se qualifier pour les quarts de finale. Et au finish, même si c'est une surprise au vu du résultat, on se dit que ce n'est quand même pas volé pour Séville, parce que durant tout le match, Séville a montré beaucoup d'engagement du début même à l'aller, Fifi. C'est ce que je disais à l'aller, déjà 0-0, certes c'était un résultat qui paraissait favorable à Manchester United, mais dans le jeu Séville avait eu les meilleures occasions et on n'a pas compris pourquoi Séville n'a pas pu marquer au match aller. Maintenant au match retour à Old Trafford, on se disait cette saison c'est une seule défaite pour Manchester United, c'était face à l'ogre, à son ennemi Manchester City. Donc on se disait que à domicile, Manchester avait les armes nécessaires. Quand on prend aujourd'hui l'équipe de Manchester devant avec Lingard, avec Sanchez, avec Lukaku, avec tout ce monde à Rashford, on se disait que Manchester avait les armes nécessaires pour venir quand même en bout de cette équipe de Séville. Mais à la fin, Mourinho a voulu jouer trop tactique, a été véritablement puni sur ce point-là. Et c'est une défaite qu'on doit imputé à Mourinho sur tous les plans, parce que je ne savais pas réellement ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait attendre l'équipe et procéder par surprendre. Mais même jusqu'en deuxième période où Manchester devait encore marquer, on a vu encore Manchester jouer et Benitez est entré en jeu et a fait très très mal à cette équipe. Vous êtes déçu par Mourinho? Moi, franchement, sur le match de la dernière fois, j'ai été vraiment déçu par Mourinho. C'est une équipe que j'affectionne. Après le Paris Saint-Germain, c'est Manchester United. Mais la dernière fois, je crois que sur le match, Séville n'a pas du tout volé sa victoire. Armel, vous qui suivez cette première ligue anglaise, beaucoup pensent que le derby of England face à Liverpool a laissé des traces du côté de United. Est-ce un argument? Un argument en partie seulement, en partie. C'est l'échec d'un homme qu'on ne présente plus, mais qui n'a plus cette magie-là qu'on lui connaissait. Aujourd'hui, José Mourinho, c'est devenu un entraîneur ordinaire. Si quelqu'un ne connaît pas son passé, il ne pourrait pas dire qu'il est spécial. C'est le refus d'un coach qui ne veut pas pratiquer le jeu, pire, qui ne comprend pas ou qui ne veut pas admettre que ce qu'il essayait depuis ne marche plus. Je pense aussi que Mourinho a perdu quelque chose, c'est le respect, l'envie que donnent ses joueurs. Quand vous prenez l'Inter en 2010, vous avez les 11 titulaires, vous avez le club tout entier qui peut mourir pour José Mourinho. Mais la dernière fois, on voit des joueurs qui ont complètement lâché. Et il y a aussi un autre facteur, c'est le match à distance entre Mourinho et Pep Guardiola, à mon avis. Quand on sait l'écart entre les deux hommes en championnat, vous savez que le mental aujourd'hui, on sent José Mourinho complètement humilié. Est-il fatigué? Oui, fatigué, désabusé, sans solution. Je pense que c'est... Est-il le seul coupable du côté de United? Et les joueurs dans tout ça? Oui, mais c'est lui le plus grand responsable. Vous savez, quand ça ne marche pas pour une équipe, c'est l'entraîneur le premier doigté. Et justement, lui, les choix qu'il fait, sa façon de jouer, voilà quoi, ça ne lui apporte pas non plus de crédit.
Michel, on va s'intéresser toujours à cette équipe de Manchester United, mais bien avant, parlons de Séville avec Wissam Ben Yedder qui a inscrit un doublé fantastique et qualifie Séville et du coup, il est appelé en équipe de France. Oui, je pense que c'est une bonne chose pour Ben Yedder, mais maintenant, est-ce que voilà, ces 2 buts sont quand même suffisants pour pouvoir sélectionner un joueur parce qu'on sait qu'il n'a pas assez de temps de jeu aussi là-bas à Séville. Maintenant, moi je dis c'est quand même l'échec des attaquants aujourd'hui français en Europe, si je peux le dire, parce qu'à part Griezmann qui est en train de faire des choses fabuleuses du côté de l'Atlético Madrid, on n'a pas cet attaquant véritable du côté de l'équipe de France aujourd'hui. Donc on attend forcément 2 buts d'un jeune pour pouvoir le sélectionner. Si vous le permettez, revenons à ce match. Allez-y. Je pense que par rapport à ce que Armel a dit, moi je vais à l'encontre. Ce n'est pas l'échec de Mourinho. Je ne le défends pas ici parce que c'est l'échec d'un match, on comprend. C'est la Ligue européenne des champions. Mais comment Mourinho peut dépenser plus de 400 millions d'euros et ne pas avoir des résultats? Angelo, est-ce qu'il est le seul? On a des clubs aujourd'hui en Europe qui dépensent assez de sous et qui n'ont pas de résultats. Moi, je pense que c'est un système que Mourinho a instauré depuis. Il a réussi avec l'Inter, même si avec le football moderne, on change un peu. Mais c'est quelque chose qui lui réussit chaque fois et il essaie toujours de le faire. On l'a vu quelques jours plus tôt contre Chelsea dans la première ligue anglaise. Contre Liverpool, justement. Et moi, je pense que voilà, c'est quelque chose qui lui réussit. Il a voulu l'essayer. Malheureusement, face à Séville, ça n'a pas marché. Je ne peux pas dire que c'est l'échec de Mourinho. D'accord. Et votre avis, d'abord, pour Wissam Ben Yedder, je pense que c'est le meilleur buteur sévillan, malgré qu'il n'est pas titulaire. Oui, mais malgré qu'il n'ait pas autant de temps de jeu, il a déjà marqué 18 buts cette saison. C'est énorme pour... mais souvent aussi sur le banc. Oui, sur le banc. Et à chaque fois qu'il entre en jeu, il fait la différence. Donc je pense que c'est tout mérité pour lui, puisqu'il y a des titulaires qui sont là, mais qui n'arrivent pas à marquer des buts. Donc s'il est sélectionné, je pense que c'est mérité. Maintenant, parlant de Mourinho, moi je crois que dans ce match face à Séville, c'est le football qui a gagné. Parce que Manchester qui a refusé de jouer alors que Mourinho a des joueurs sur le banc qui peuvent tourner ce milieu de terrain là, orienter le jeu, peut-être posséder le ballon et déranger le FC Séville. Mais Manchester curieusement a refusé de jouer en 180 minutes face à Séville. Il n'y a eu que 5 tirs cadrés pour Manchester United, c'est-à-dire en aller-retour. Pour une équipe qui a... C'est famélique. Oui, c'est famélique. Pour une équipe qui a tous ces joueurs-là, Mata, un milieu de terrain créateur, mais Mourinho voulant toujours jouer défensif, refuser le jeu, préfère mettre ces joueurs-là, ces joueurs techniques sur le banc et subir le jeu jusqu'à la fin. Malheureusement, en face, il y a eu des joueurs. Non seulement Séville a réussi à contenir le bloc de Manchester, mais Séville n'a pas oublié de jouer. Donc on a eu un Eva Banega qui a lui tout seul à marcher sur ce milieu de terrain là, alors que si c'est Manchester qui possédait le ballon, ça allait être plus difficile pour Séville. Donc je crois que c'est l'échec d'un système, c'est l'échec d'un système, et moi je crois que Mourinho est le premier à être pointé sur cette défaite. Ah oui, les avis sont bien tranchés, on le comprend très bien. Je voudrais dire bravo à Wissam Ben Yedder qui a tué à lui seul Manchester United. Un attaquant de poche très opportuniste, rapide, qui a profité de 2 ballons pour mettre fin au rêve des Red Devils. Donc, il y avait un rêve. Il y avait quand même un rêve derrière. Donc, je pense que c'est bien pour le Football Club Séville qui a disparu de ce niveau depuis 60 ans. Quart de finale, 60 ans. 60 ans, c'est assez grand pour revenir. Donc, bravo à l'entraîneur Vincenzo Montella qui a su véritablement sur un petit changement balayer Manchester United. Maintenant, par rapport à cette équipe, je crois que finalement c'est la philosophie de Mourinho qui ne paie plus parce qu'il n'a pas envie de jouer, et à chaque fois qu'il semble prendre le dessus sur un club, il s'essaye, quand ça ne va pas, il revient derrière. Or sur ce match, le score du match aller devrait lui dire forcément
que monsieur, vous n'avez pas de chance lorsque vous n'ouvrez pas, lorsque vous ne prenez pas des risques dans ce match pour aller chercher le but. Donc, c'est ce qui est arrivé à José Mourinho. Et c'est d'ailleurs le problème entre lui et Paul Pogba, qui regrette d'ailleurs de venir à Manchester United. Déjà. Parce que ce n'est pas son jeu. Donc, Mourinho a trop fermé. Il n'a pas osé, il n'a pas essayé, il n'a pas pris des initiatives. Et voilà, quand ça se passe comme ça en football, on le paie cash. Et voilà, c'est ce qui est arrivé. Même si en conférence de presse, il dramatise. Il a sorti une phrase en disant, quand j'étais à Porto, je suis venu battre Manchester. Quand j'étais au Real, je suis venu battre Manchester. Donc, ce n'est pas un drame, c'est une habitude pour le club. C'est pour échapper un peu aux critiques. N'est-ce pas un manque de respect quand même à l'endroit du club? Il est comme ça, c'est l'homme. Il est comme ça. Donc, je pense qu'avec les responsables, ils vont essayer de parler, vu les millions qu'on a mis à sa disposition, et s'arrêter en 8e de finale. Quelque part aussi, ce n'est pas alarmant, hein, parce que lorsqu'on voit un peu le parcours de Manchester pour arriver à cette compétition. Ils ont gagné la Ligue Europa. C'est quand même une défaite face à Séville à domicile. On va donner la parole aussi également à Roméo qui parle beaucoup plus de la Liga espagnole. On peut dire que c'est quand même un bonus pour le championnat espagnol. On n'attendait pas Séville. Oui. Un gros chat. Oui, on n'attendait pas forcément. C'était la même chose il y a 8 jours. On n'attendait pas forcément Séville, mais vous savez, dès que vous avez l'emprise ou bien la même mise sur l'Europa League, vous avez eu assez de temps pour vous préparer pour arriver en Ligue des Champions. Quand vous voyez le classement de Séville en Liga espagnole, vous comprenez clairement que Séville également est un sérieux prétendant. Même si Séville ne peut pas rêver à avoir le titre, au moins Séville peut rêver atteindre l'écart ou les demi-finales de cette compétition. Et face à Manchester United, je crois que le club espagnol a saisi sa chance pour pouvoir se qualifier. Séville a accepté également se laisser découvrir dans cette rencontre face à Manchester United, ce que les Red Devils n'ont pas cherché à faire, parce que 0 but partout à l'aller, rien n'est gagné. Donc il va falloir jouer comme si c'est un match pour la vie, un match de qualification d'ailleurs. Et là, José Mourinho qui se permet de mettre certains joueurs sur le banc. En tout cas, je crois que sa philosophie n'a pas marché. Peut-être fatiguer les Sévillans et en seconde partie mettre les flèches pour pouvoir gagner. Sauf que cette stratégie n'a pas marché. Et Ben Yedder qui marque 2 buts. Et si le joueur a été convoqué en sélection, je ne pense pas que c'est sur ce seul match-là qu'il a été convoqué, parce que le sélectionneur français l'a dit qu'il observait le joueur depuis. Même marquer 2 buts en Ligue des Champions, c'est énorme. Parce que c'est une compétition de très haut niveau. Ça a pesé dans la balance. Oui. Voilà. Rapidement, 30 secondes. C'est pour parler de Mourinho, on le sait. Si c'est pour faire déjouer l'adversaire, il sait bien le faire. Mais pour faire jouer son équipe, il a du mal à le faire. Face au club supposé plus petit, Manchester a toujours du mal. On a vu comment Manchester a été éliminé en League Cup à Bristol. Oui. Donc je pense que Mourinho est dans ce match en aller-retour. Manchester n'a joué peut-être que 10 minutes. Et c'est après que de votre part. Je le pense. C'est après avoir encaissé les 2 buts là que Manchester a commencé par jouer. Et on a vu Manchester s'est créé des occasions. Là, il a fait rentrer Mata et des joueurs offensifs. Donc des regrets. Oui, forcément. Et on va s'intéresser à d'autres rencontres, 2 autres qui ont été disputées mercredi. Fifi, vous l'aviez dit entre-temps que le Bayern ayant gagné 5 buts à 0. Bon, ils l'ont fait face à Beşiktaş, battu encore 3 buts à 1. Oui, non, c'est sans grande surprise. Hein. Au moins, le Bayern a encore gagné au match retour. Contrairement adversaire très facile pour Jupp Heynckes et ses hommes. Oui, je crois, quand vous voyez un peu le parcours du Bayern en championnat, depuis que Jupp Heynckes est arrivé à la tête de cette équipe-là, ce sont des victoires sur des victoires. Et aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pouvait penser quand le Bayern jouait face au PSG en match aller, je crois que c'était en phase de poule, on se demandait si ce Bayern-là pouvait titiller encore, pouvait déranger les grands d'Europe. Aujourd'hui, on peut se dire que le Bayern aussi aujourd'hui est un prétendant au titre, pourquoi pas. Et moi, je trouve que c'était logique et c'est une victoire méritée pour le Bayern, une qualification pour les quarts de finale. Et on va s'intéresser à ce choc attendu également mercredi dernier. C'était le FC Barcelone qui recevait une coupe. Nou Camp, c'est ça. Nou Camp, l'équipe de Chelsea. D'un certain Antonio Conte. On a vu beaucoup d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Thibaut Courtois avec une jupe en orange, Thibaut Courtois avec des filets cousus entre les jambes du joueur. Quand même, Armel Waba, c'est vrai qu'on n'a pas vu un Barça
efficace, mais un Barça réaliste. Oui, un Barça surtout qui commence à comprendre que le football, il n'est pas qu'offensif, il est aussi défensif. Et c'est là qu'on retrouve la touche du nouvel entraîneur, Ernesto Valverde, la patte de cet entraîneur-là, qui fait défendre même les Dembélé, les Messi, les Iniesta. Oui, le Barça a compris qu'il faut apporter une nouvelle touche à sa façon de jouer. Mais quand vous avez aussi un génie dans votre équipe, ça rend plus facile les choses. Donc forcément, je crois que le Barça, sur ces deux confrontations, était largement, surtout pour le match retour, était largement devant Chelsea. Maintenant, c'est quand même la fin de cycle d'un homme du côté de Londres, Antonio Conte. Je l'ai vu désabusé ces derniers matchs, tant en championnat qu'en Ligue des Champions. On voit un coach qui n'a plus de solution, qui ne sait plus ce qu'il faut apporter. Voilà, donc je pense que c'est la fin pour lui. Il va falloir partir et laisser la place à une autre personne. On va faire un exercice assez difficile avec Michel Takpa. Dans ce match, on a vu un Léo Messi exceptionnel encore une fois. Oui, exceptionnel sur les deux buts, vous allez dire, et puis sur cette passe aussi décisive qu'il a adressée au jeune Dembélé. Mais exceptionnel, vous savez, je ne le trouve pas aussi exceptionnel parce que moi je dis, vous avez parlé tout à l'heure des réseaux sociaux, Courtois n'a pas été du tout dans ce match parce que le premier but et le deuxième but de Messi, voilà, je pense qu'un Courtois aussi au sommet de son art, surtout du côté de Londres, Courtois empêcherait quand même ces deux buts. Moi je dis, comme Armel l'a dit. Vous pensez que venir en Espagne est un facteur désobligeant, désagréable pour Courtois? Oui, vous savez que c'est très difficile de jouer au Nou Camp, ça il faut le dire, mais je pense que Courtois n'a pas été au meilleur de sa forme. C'est ce qui a d'ailleurs favorisé le combat du Grand Barça, même sur le deuxième but, c'est-à-dire le but de Dembélé. Courtois était sorti, donc ce qui a défavorisé cette équipe de Chelsea, c'est d'abord Courtois, et puis on a senti véritablement que les coéquipiers de Conte ne sont pas arrivés à un moment donné à concrétiser les actions, parce qu'on a vu quand même Chelsea jouer après avoir encaissé le but. C'est la première fois que moi je vois Chelsea jouer de cette manière. J'étais étonné, mais ils n'ont pas su trouver quand même les ressources pour pouvoir mettre les ballons au fond des filets. C'est ce qui a désavantagé aussi Chelsea. Il faut dire, Armel l'a dit, il faut remarquer la touche Valverde qui est en train de payer. Moi je dis, c'est bien, il est en train de faire un travail énormissime du côté du Nou Camp, mais il a encore des choses à prouver. Et Franck, on a également constaté que Chelsea a joué avec des poteaux. Oui, moi je dirais que Chelsea a perdu ses huitièmes de finale sur le premier match. Le match à l'aller? Oui, regardez un peu comment Chelsea a joué. Oui. Moi je ne pensais pas avoir les Blues dans une forme pareille, dans cette configuration où Conte a fait jouer son équipe par rapport au Football Club Barcelone. Sur le match aller, je pense que les Blues ont complètement dominé avec un Willian assez étincelant qui à lui seul pouvait tuer le Football Club Barcelone, mais il y avait des poteaux, il y avait la même chose au match retour. Donc je dis bravo quand même à Chelsea qui a osé. Depuis qu'on voit les matchs entre Chelsea et le Football Club Barcelone depuis 2006, c'est la première fois que Chelsea perd, mais en jouant au football. Donc je pense que il n'y a pas de regret à avoir quand on joue contre le Football Club Barcelone et son génie Lionel Messi. Donc la dernière fois également, lorsque vous encaissez un but d'entrée de jeu dans ces conditions, vous êtes complètement KO debout. Vous allez voir que la suite, c'est des joueurs qui ne se retrouvent plus, qui perdent des ballons. Donc ça a été très 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 compliqué. Et puis cette faute sur, j'allais dire, Marcos Alonso. Vous pensez qu'il y a pénalty sur cette faute? Il y a faute, oui. Le joueur a été déséquilibré. Ça, disons-le, mais maintenant, il reste à l'arbitre de prendre une décision. Il n'a pas prise. Bon, le jeu continue. Donc, sur l'ensemble, moi, je pense que Chelsea n'a pas à rougir. C'est vrai, lorsqu'on perd à ce niveau, ça fait très mal. Mais le Barça a été efficace, j'allais dire, en marquant rapidement sur des actions assez intéressantes et voilà. Ézéchiel, votre avis sur... Y avait-il faute dans cette surface de réparation? Oui, le joueur a été touché, mais c'est en voyant comment il est tombé, parce qu'on l'a touché au niveau de l'épaule, mais il s'est jeté. Donc c'est peut-être pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé. Il a pensé une simulation, le joueur a pris un carton jaune aussi. Voilà, donc je pense que c'est pour ça. Maintenant, moi je pense que Chelsea n'a pas grand-chose à se reprocher, hormis l'entame timide qui sanctionnait par ce but de Messi. Je pense que Chelsea a regardé le Barça dans le blanc des yeux.
par rapport aux 180 minutes jouées, je pense même que le rapport de force collective est du côté des Blues. Les Blues ont produit du jeu, ils ont même empêché le Barça de jouer. Avec sur le match de tirs aussi. Oui, sur le match retour, moi j'ai vu les Catalans même qui n'arrivaient pas à sortir le ballon de leur camp. Et je crois que Chelsea a joué, mais le Barça, heureusement, dans ses rangs, a Messi. Est-ce que Giroud était également à côté de la plaque dans ce match? Giroud, il est passé à travers ce match-là. On l'a même pas vu tout au long de cette rencontre-là. Il a été muselé par Umtiti, je pense. Donc, un duel franco-français. Ce sont là peut-être les points positifs pour le FC Barcelone. Umtiti qui s'est montré en patron de cette défense-là. Oui. Messi qui a encore une fois montré que quand le Barça est dans le dur, titulaire dans ce match, voilà, il peut toujours sauver le FC Barcelone. Dembélé, je pense qu'il reste encore beaucoup à faire pour ce joueur-là. C'est vrai qu'il est très technique, mais sur le plan collectif, je pense pas qu'il apporte beaucoup grand-chose pour l'instant au FC Barcelone. Mais je pense que ces huitièmes de finale, pour moi, ont même paradoxalement fragilisé le statut du FC Barcelone, parce que le Barça n'a pas montré la même force collective que par exemple le Real Madrid, le Bayern ou encore Manchester City. Donc je crois que le Barça peut-être est plus efficace. Le Barça a montré que maintenant il peut subir. Jouer autrement. Le Barça peut subir et ne pas encaisser. C'est tout ce que le Barça parce que dans ce match, c'était un clean sheet parfait pour Marc Ter Stegen. Votre avis, qu'est-ce qui se dit en Espagne, Roméo? Bon, les presses espagnoles n'en parlent pas trop. Ils ont été dithyrambiques à l'endroit, bien sûr, du roi Messi. Voilà. C'est le Messi, Messi FC, c'est le Football Club Barcelone. Quand Michel dit que Messi n'a pas été exceptionnel, je comprends Michel. Vous le comprenez? Oui, je comprends Michel. Et comment? Mais quand vous regardez un peu le match du FC Barcelone, vous allez vous rendre compte que Messi non seulement a été exceptionnel, mais a été extraordinaire. Un joueur qui est capable de changer le cours d'un match, c'est pas donné à n'importe qui. Moi, je dis que Cristiano Ronaldo, c'est un buteur. Oui. Un buteur de race. Messi, c'est un grand joueur. Vous voyez la conception même du but. Le départ de l'action, il est dans tous les coups. Messi qui vient défendre son camp, qui porte le ballon, parfois il joue comme un milieu récupérateur. Messi a changé sa façon de jouer parce qu'il prend de l'âge. Et là, dans cette rencontre, il a été extraordinaire. Regardez la façon dont il a marqué le premier but. Beaucoup pensaient que Courtois a été, beaucoup reprochent de choses à Courtois. À Courtois, je comprends parce que l'angle dans lequel il a pris le ballon, c'était pas bien pour un gardien de sa classe. Mais Messi a joué avec le pied droit, ce qui n'est pas évident. C'est un gaucher. Donc il s'attendait peut-être que Messi ramène le ballon sur son bon pied, bien point le plus fort pour pouvoir tirer. Mais il a surpris, c'est tout simplement cela. Mais sur le deuxième but également, la défense en est pour quelque chose. Justement. Voilà la façon dont il a volé le ballon pour aller placer la balle entre les jambes de Courtois. Et sur le but de Dembélé aussi, ça a été, on va dire, une action de génie. La passe de Léo Messi, c'est pas donné à n'importe qui. Il pouvait tirer lui-même, mais il a préféré faire jouer Ousmane Dembélé. Le but aussi, c'est arrivé sur le pied droit. Et d'abord, les défenseurs mis dans le vent. Justement, donc il faut dire tout simplement que Messi a été extraordinaire dans cette rencontre. C'est lui qui a porté le FC Barcelone. Maintenant, si nous parlons de Chelsea, Chelsea a fait un match honorable. Chelsea peut regretter le fait d'avoir touché les montants, les poteaux, tout ça là. Avoir gagné au match aller. Et si Chelsea a perdu ce match, c'est sur des erreurs individuelles. Courtois, on en a parlé. On a parlé également de N'Golo Kanté, qui est un très bon récupérateur. Eden Hazard qui était, on va dire, absent dans cette rencontre. Giroud aussi qui n'a pas su aider son équipe offensivement. Donc sur des erreurs individuelles, Chelsea a perdu ce match. Mais quand on veut parler de la production du jeu, Chelsea a complètement dominé le FC Barcelone. Ça c'est clair. Fifi, votre avis et puis on boucle. Non, moi je voulais parler un peu de cette défense du Barça parce que dans un passé, pour l'instant qui reste l'une des meilleures en Europe. Oui, quand vous parlez aujourd'hui de la progression de Umtiti associé aujourd'hui à Piqué, moi je suis séduite parce que dans un passé récent, sur ce match-là, je suis sûr que le Barça aurait encaissé même à domicile. Mais vous voyez
quand le Chelsea attaquait, on a Umtiti qui était présent et puis qui est en train de... Je ne sais pas si c'est lui qui est en train de ramener Piqué même à son meilleur niveau, mais je salue quand même cette défense. Je ne suis pas trop Barça, mais je salue quand même cette défense Barça et associée un peu à leur milieu, à leur attaque aujourd'hui, je me dis que le Barça est capable de gagner la Ligue des Champions. Et c'est tout ce qu'on peut dire sur ces affiches des huitièmes de finale retour de la Ligue européenne des champions. Nous rappelons tout simplement que les clubs qualifiés, il y en a 3 en Espagne, le Barça, le Real Madrid et le FC Séville, 2 en Italie, la Juve, l'AS Roma, 2 également en Angleterre avec Liverpool et Manchester City, et puis 1 au niveau de l'Allemagne. Un dernier mot rapidement, Franck, comment est-ce que vous comprenez qu'il y avait 5 clubs anglais en huitièmes de finale et juste derrière pour l'écart, il n'y en a que 2? Comment vous l'expliquez? Mais peut-être qu'ils ont manqué de concentration, d'expérience à ce niveau. Lorsque vous voyez un peu Tottenham qui a fait 2 partout chez la Juventus, tout le monde avait salué ce résultat et avait dit mais les hommes de Mauricio Pochettino pourraient faire l'affaire désormais. Mais à l'arrivée, on a compris que c'est une équipe qui a manqué de détermination et de concentration à la fin, ce qui a permis quand même à Higuaín et à Pablo Dybala de faire la différence. Lorsque vous prenez un peu l'autre club, Chelsea, on vient d'en parler. Sur les 2 matchs, ils méritaient quand même de passer, mais avec le réalisme et l'efficacité du Football Club Barcelone, ils sont sortis. L'autre club, Manchester, on en a parlé également. Mourinho n'a pas osé. Mourinho s'est accroché à sa philosophie de jeu qui, à la fin, n'a pas payé au plus haut niveau. Je pense que les 3 qui sont partis... finalement, ce n'est pas une déception quand on voit un peu l'ensemble de ce qu'ils ont produit, mais sauf Chelsea qui pouvait passer, mais ne l'a pas été. Donc, je pense que ça va être un gros regret pour les Anglais qui plaçaient 5 clubs en 8e et qui se retrouvent avec 2 en quart. Donc, il faudra pouvoir travailler et savoir aussi que le haut niveau, on ne badine pas, on ne blague pas avec. Ah oui, le haut niveau exige beaucoup de choses et beaucoup même pensaient comme quoi il y a le retour ou bien le grand retour de la première ligue au niveau de la Ligue européenne des champions. Nous allons remonter le générique plateau foot et juste derrière, nous rappelons tout simplement à nos auditeurs comme quoi le tirage au sort a lieu tout à l'heure à 11h temps universel et on aura les affiches des quarts de finale. Et nous enchaînons avec la Ligue Europa. Il y avait également des huitièmes de finale retour et la qualification de l'Atlético Madrid qui s'est baladé devant le Lokomotiv Moscou. 5-1. Logique qualification. Logique qualification. Les Colchoneros n'en demandaient pas mieux. Parce que pour avoir été renversé en Ligue Europa, eh bien, les Colchoneros avaient beaucoup plus l'avantage et l'expérience pour pouvoir aller loin dans cette compétition. Il est revenu celui-là. Il m'embête toujours les vendredis matin. Je crois que les Colchoneros doivent tout faire pour pouvoir gagner cette compétition, pour espérer peut-être être en Ligue des Champions, même si pour l'instant ils sont 2e en Ligue Europa. Mais il faut gagner ce trophée au moins pour faire plaisir à ces joueurs-là qui pendant longtemps cherchent ne serait-ce qu'une coupe européenne. Vous le dites bien, ils ont fait 2 finales et surtout face au grand Real Madrid. Mais il y a Arsenal qui est là. Ah oui, bien sûr, on va en parler. Arsenal qui s'est qualifié face au Milan AC, votre Milan que vous aimez tant, mais Arsenal qui passe l'Olympique de Marseille également. C'est bon aussi pour le Sporting Portugal et puis sans oublier la formation du Salzbourg qui éteint les espoirs de Borussia Dortmund. C'est aussi bien quand même de voir ces équipes comme Salzbourg en quart de finale de la Ligue Europa. Oui, très bien. On sait que par moment, on a de ces performances-là, des clubs qu'on ne connaissait pas trop, mais c'est l'échec d'un groupe, le Borussia Dortmund, qui n'est plus véritablement une équipe qui fait peur. On se souvient de cette équipe qui a ébranlé énormément le Real un temps. Qui a joué la finale de la Ligue des Champions. Voilà, en 2013 face au Bayern, d'où notamment la liaison de mon raisonnement. On ne peut pas continuer à espérer ces choses-là si à chaque fois il va falloir former des joueurs, les faire mûrir et ensuite les vendre au Grand Bayern. Voilà, donc aujourd'hui on paie les conséquences. Et on va suivre également le tirage au sort des quarts de finale de cette compétition. Ce sera à partir de 12h. Mais il y a également 1 heure après l'élimination de Lyon. Oh bon. Qui quand même au match allait. C'est un événement. Oui, c'est une surprise. Parce qu'au match allait, Lyon quand même gagnait l'extérieur. Donc tout le monde. Et ils ont été battus 3-2. Ce qui fait encore mal, Fifi, c'est que la finale de la Ligue Europa se joue dans leur stade. C'est une équipe qu'on a du mal à comprendre cette saison. On a du mal à comprendre
qui arrive, même en championnat, regardez aujourd'hui comment il est totalement distancé. Oui. Et ce sera difficile pour Lyon de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Maintenant, l'Europa League qui donne également un ticket maintenant pour la Ligue des Champions. Vous allez gagner à l'extérieur 1-0 et vous encaissez 3 buts à domicile. Moi, c'est quand même surprenant de la part. Et surtout, on va voir dans les jours à venir, Olas va sortir sur les médias et il le sait qu'il va pas continuer avec Lyon déjà en championnat. Lorsque vous voyez ce qu'il fait sur les 10 derniers matchs ou bien les 7 derniers matchs, ce n'est pas un résultat enviable. Et puis perdre comme ça en attendant le duel des Olympiques le week-end prochain, ça ne fait pas du tout bien. Et Marseille qui reste le seul club français aujourd'hui en Coupe européenne. Il faut saluer la performance de Marseille. Aller battre l'Atlético Madrid à San Mamés. Que vont faire les Parisiens? Ils vont supporter Marseille? Ils sont obligés de supporter Marseille. Voilà, il faut saluer la performance de Marseille. Aller gagner quand même à San Mamés, c'est pas donné à n'importe qui. Voilà, surtout ce club de l'Atlético Bilbao qui défend une identité. C'est bien. Bon, on parlait de Lyon qui n'est pas qualifié. C'est vrai qu'ils ont pris un carton rouge à Doris. Oui, l'essentiel, c'est la qualification. Mais est-ce que le match aller a été prépondérant pour Marseille? Oui, ça a beaucoup joué. Ça a été prépondérant justement pour Marseille. Maintenant, il faut avoir l'écart pour qu'au match retour, on puisse être à l'aise et jouer. Ils ont su le faire. Voilà, félicitations à Marseille. Et on le disait tantôt que le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa a lieu ce vendredi toujours, mais juste à midi. C'est à midi, la Ligue des Champions. 11h temps universel. 11h temps universel. Donc on suivra tout ça et on vous donnera beaucoup plus d'infos sur ces tirages au sort. Et vous également, auditeurs, vers la fin de l'émission, vous aurez le choix, l'occasion de composer le 22 37 73 50 pour pouvoir donner vos affiches probables de ces quarts de finale au niveau de la Ligue européenne des champions. Fini pour les coupes européennes, on enchaîne avec les majeurs. English Premier League News. Et on va s'intéresser au Derby of England, dans Manchester United face à Liverpool. Manchester, il faut le rappeler, c'est 20 titres de Premier League. Liverpool, c'est 18. La dernière fois, ce sont quoi, les bons rouges, les vrais rouges qui ont gagné face aux faux rouges, c'est quoi? Puisque c'était les mancuniers qui recevaient, ce sont les bons rouges qui ont gagné face aux faux rouges. D'ailleurs, habillés en blanc dans ce match, Liverpool arrive en fin de match avec un score désavantageux. 1 contre 2. Voilà, Manchester par l'intermédiaire de l'international anglais, Marcus Rashford. Ça fait longtemps qu'il n'est plus titulaire. Oui, il n'est plus titulaire, on comprend, c'est celui qui sélectionne les joueurs. Donc, un doublé tout de même pour l'anglais. Début à revoir sur la toile, très exceptionnel, surtout le premier but. Voilà la petite consolation, c'est le but contre son camp de l'Ivoirien, Eric Bailly de retour pour un peu sauver l'honneur des Reds. Il faut noter également qu'Everton se donne une bouffée d'air 2-0 face à Brighton, Huddersfield 0-0 face à Swansea. Newcastle s'est imposé 3-0 après sa déconvenue le week-end passé face à Liverpool. 3-0, c'était face à Southampton. Leicester, très bon résultat de Leicester en déplacement face à West Bromwich Albion, 4 buts à 1. Voilà quoi, Riyad Mahrez est passé par là. Et il a marqué, il a marqué. Passe décisive pour Vardy. Voilà. Magnifique passe décisive. L'autre équipe dont on ne parle pas trop, c'est l'équipe de Burnley. On les appelle les Clarets, qui actuellement sont 7e de Première Ligue. Ils se sont imposés face à West Ham, 3 buts à 0. West Ham qui coule, Oui, qui coule. Ce club de londonien, voilà, qui coule. Une affiche plutôt entre londoniens, Chelsea qui recevait Crystal Palace, 2 buts à 1, voilà quoi, c'est un peu la logique respectée. Oui, Arsenal s'en sort un peu. Elle existe toujours cette équipe. Elle existe, elle joue toujours la première. 3-0, c'était face à la modeste équipe, voilà, il faut relativiser, de Watford. Et City? City a joué lundi et s'est imposé en déplacement face à Stoke City, 2 buts à 0. Et City qui se rapproche de plus en plus du titre. Avec 81 points désormais, 16 de plus que Manchester United. La 7e place, on l'avait dit, de Berlin avec 43 points. Leicester est 8e avec 40 points. Crystal Palace, Stoke City et West Bromwich Albion ferment la marche
de ce classement. Et au classement des meilleurs buteurs. Attention, il y a un événement. Allons-y. Désormais, Harry Kane est blessé et donc laisse toute la place à notre Mohamed Salah. À votre, hein? Bien sûr. Parlant en tant qu'Africain. À notre Mohamed Salah, j'ai compris. Non, c'est un frère. L'Égyptien, de toute façon, hein, pour l'instant, co-meilleur buteur avec l'Anglais, 24 buts chacun. Sergio Aguero, 21 buts. Raheem Sterling, 15 buts. Et Romelu Lukaku, 14 buts. Et selon les dernières nouvelles, on annonce le retour de Harry Kane au courant avril, début mai. Espérons que d'ici là, Mohamed Salah va mettre 5 voire 10 buts de plus pour finir meilleur buteur de la première ligue. Il a eu une très belle occasion. Hein, absolument. Voilà. Le calendrier de la 31e Justement, journée. Tottenham d'Harry Kane, ça débute ce vendredi. Hein. On a pris aussi la mode en Angleterre. Tottenham va accueillir Newcastle United. Burnley face à Chelsea. Leicester, Arsenal, c'est une très belle opposition. Oui. Et puis Liverpool va essayer de se relever face à Watford. Dimanche, les deux équipes de Manchester. Manu d'abord va se déplacer à West Ham et puis City qui reçoit Brighton. Thank you very much, Mr. Armel. On file du côté de... Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Et nous parlons de la Liga Española avec d'abord, le match difficile du Real Madrid. Difficile, mais pas autant au Marquois, puisque le Real s'est imposé 2-0 grâce à cet homme-là qu'on appelle Cristiano Ronaldo. Je rappelle que Cristiano... On voit Michel qui fait la tête comme c'est un tueur. Ça, je le rappelle. C'est un tueur. C'est un tueur. Donc, Cristiano Ronaldo qui en a mis un doublé dans cette rencontre. Oui. Je pense que le joueur, il a promis quelque chose à ses fans. Il est en train d'honorer son engagement. Il est maintenant sur le podium. Il est à 18 buts. Je pense que... Michel qui est très... C'est une très belle statistique pour Cristiano Ronaldo. En tout cas, il est là, il est toujours là, il ne meurt pas. Bravo au Portugais, c'est un tueur. Ah oui, on attend de voir. Vous le voyez toujours fini Pichichi, Michel Takpa? Oui, il est à 6 buts de Messi. Voilà, tout est possible. Tout est possible. Voilà, 6 buts. C'était aussi le gardien de débat. Voilà. Donc, vous savez, seulement 2 triplés et puis on est au même niveau. Il faut mettre encore 2 et pour le dépasser. Oh, j'aime votre espérer que Messi ne marque pas. C'est ça. Ezekiel qui est tout payé. Même si c'est touche directe, Messi va jouer. Alors, le Barça aussi qui a répondu donc au Real Madrid en gagnant chez Malaga grâce à Suarez et Coutinho. Atlético Madrid a renoué avec la victoire après s'être incliné devant le FC Barcelone. 3-0 passé au Celta Vigo. Griezmann, le français, il est toujours là. Vitolo et puis Correa sont les buteurs. Valence en déplacement chez le FC Séville s'impose 2-0 dans ce match au sommet. Girone bat La Corogne 2-0. Levante bat Getafe 1-0. Espagnol Barcelone est venu à bout de la Real Sociedad 2-1. Las Palmas à domicile s'incline devant Villarreal 0-2. Alaves s'incline aussi à domicile, c'était face au Betis Séville 1-3. Et puis Athletic Bilbao bat Leganés 2-0. Au niveau du classement, Barça garde la première place avec son 12 points. 64 pour Atlético Madrid. Le Real reste sur le podium avec 57 points. À la 4e place, Valence 56, 45 pour Séville 5e. L'autre européen c'est Villarreal 44 points et 6e. Getafe garde sa 11e place avec 36 points. Dans le bas du classement, Las Palmas 20 points et 18e. 19 points pour La Corogne qui est 19e. Et puis Malaga avec 13 points et donc 20e. Les buteurs, Messi 24 réalisations, Suarez 21 réalisations, Cristiano Ronaldo bien sûr 3e avec 18 buts, Antoine Griezmann est 4e avec 16 buts. Au niveau donc de la prochaine journée, la 29e qui s'ouvre ce soir, Levante reçoit Eibar samedi, La Corogne contre Las Palmas, Valence joue contre Alaves, Getafe est en déplacement chez Real Sociedad bien sûr, Betis Séville affronte Espagnol Barcelone. Dimanche nous aurons Leganés contre FC Séville, le FC Barcelone joue contre Athletic Bilbao. Villarreal affronte Atlético Madrid, Celta Vigo, Malaga et puis Real Madrid contre
Gironne. Vous pouvez nous rappeler le match de Retafe de Dienda Konam? Retafe joue contre Real Sociedad. Ah oui, Voilà. Retafe qui n'a pas gagné lors de la journée précédente. Ouais. C'est vrai qu'ils sont 11e. Ils doivent rapidement gagner pour quand même gagner assez de points. Au niveau Ça, c'est pas national. très mal pour le promu. Oui. C'est très bien la position. Le maintien est presque assuré. Pratiquement. Super, Il reste encore 10 journées. Hein. Justement. Ah, mais voilà, 29e. Oui, bon, comme c'est pas encore Voilà, joué. On attend de voir et surtout beaucoup de courage à Dienda Konam, surtout de voir sa cote suffisamment montée dans les jours, dans les mois à venir. Pourquoi pas un jour disputer la première ligue anglaise qui reste quand même son rêve en tant que joueur. Muchas gracias Romeo, et cette fois-ci nous allons du côté de l'Outre-Rhin. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Et nous parlons de la Bundesliga avec, c'est vrai, le Bayern qui est seul au monde, Leipzig, et on va commencer avec Leipzig. Et voilà, donc on va parler naturellement de la 26e journée de la Bundesliga. Et lorsqu'on voit un peu le club dont vous parlez, qui était en déplacement chez Stuttgart, il n'y avait pas de but, 0 but partout à l'arrivée. Et ce club qui avait habitué, on va dire, ses fans peut-être au podium, disparaît peu à peu du top 5 même. Ça ne va plus pour Leipzig qui a un match assez compliqué contre Bayern ce week-end. Donc 0 but partout entre Stuttgart et Leipzig. Mayence, Schalke. Mayence s'est fait battre à domicile par Schalke 04, 1-0. Et le Bayern qui est allé dicter sa loi, qui est allé donner une leçon de foot à Hambourg, 6-0, avec un triplé de Robert Lewandowski, un doublé de Ribéry qui ne vieillit jamais, et puis un but d'Ariane Robben. Il est là pour les 6-0. Il est toujours là. C'est incroyable. Il est toujours là. Et son père même a dit que ceux qui pensent qu'il est fini, même après le Bayern, il peut rebondir ailleurs. Ah bon? Ah oui, hein, dans quel club? Je ne sais pas. C'est son père qui l'a dit, donc c'est possible de le retrouver alors. Hoffenheim qui domine Wolfsburg 3-0. Et malheur pour le club du Togolais Hanovre 96, Illas Bebou, qui a perdu face à Augsbourg à 1-3. Le Bayer Leverkusen a gagné devant Mönchengladbach 2-0. Dortmund a gagné 3-2 face à Francfort grâce à Marco Roche et un doublé de Michy Batshuayi. Il revient bien, qui va très très bien. Oui, vous le voyez dans la liste de Joachim Löw pour le mondial prochainement? Pourquoi pas? Parce que c'est un joueur malheureux à la fin. Il devait jouer la Coupe du Monde en 2014 alors qu'il était en pleine forme, il se blesse. L'Euro 2016 arrive, il était en pleine forme, il se blesse aussi. Donc c'est un joueur malheureux. Peut-être pour le récompenser ou bien pour lui permettre d'étaler son talent, on peut lui faire appel, qui sait. Mais là, il doit le prouver parce qu'il y a tellement de joueurs qui frappent à la porte de la National Mannschaft. On le souhaite en tout cas pour Marco Roche, qui a d'ailleurs prolongé jusqu'en 2023. Michy Batshuayi également. Voici des joueurs fidèles quand même au Borussia Dortmund. Oui, contrairement à certains. Au-delà de tout ce qui se passe au niveau des journées noires, il y a des joueurs qui sont restés fidèles. Voilà, donc il faut féliciter aussi Batshuayi, qui marque but sur but, qui s'est bien intégré. Déjà 8 buts, non? Oui, bien sûr. En quelques matchs, il est arrivé. Il semble qu'il n'est pas bon pour compter maintenant. Voilà, c'est un joueur qui s'exprime bien, qui est heureux du côté de l'Allemagne. Hertha Berlin, Fribourg, 0 but partout. Werder a dominé Cologne 3-1 et à l'arrivée, ça fait 25 buts au total, une moyenne de 2-7 buts par match, 7 victoires dont 2 à l'extérieur, 2 matchs nuls. Lorsque nous prenons le classement après cette 26e journée, le Bayern est devant avec 66 points. Schalke arrive en deuxième position avec 46, 20 points d'écart. Et le Bayern s'apprête à célébrer un nouveau titre. On est en mi-mars. Non, le Bayern peut être sacré champion dès ce week-end si Schalke ne gagne pas. Donc vous voyez déjà, donc il va être sacré champion en mars. Encore une fois. Et ça va faire le 6e titre d'affilée. C'est incroyable. On dirait qu'il est seul au monde là-bas en Allemagne. Sur le podium, on retrouve le Borussia Dortmund qui revient au moins et qui est, quand le championnat s'arrête ici, le club est directement qualifié pour la Ligue européenne des champions, 45 points. 4e Leverkusen, 44 points. Francfort est 5e, 42 points au bas du tableau. Fribourg
14e 30 points, 15e Wolfsburg 25 points, 16e Mayence 25 points aussi, 17e Hambourg 18 points et puis Cologne, bon dernier, 17 points. Les buteurs, Robert Lewandowski qui prend de l'avance, toujours avec 23 buts puisqu'il vient de réaliser un triplé. En deuxième position, il y a toujours Aubameyang qui est de l'autre côté. Toujours. Et Nils Petersen malheureusement n'a pas marqué pour revenir à son niveau. Le joueur de Fribourg est à 12 buts. Incroyable. La prochaine journée, la 27e, ça commence dès ce soir avec le match Fribourg-Stuttgart. On aura ensuite Augsbourg-Brême, Mönchengladbach reçoit Hoffenheim, Hambourg joue contre Hertha Berlin, Francfort est opposé à Mayence, Wolfsburg, Schalke 04, le Borussia Dortmund joue contre A9 96 d'Ilas Bebou, le Togolais, et Cologne, le bon dernier, reçoit Bayer Leverkusen qui est 4e, match visiblement déséquilibré, et puis Leipzig qui reçoit le Bayern Munich. Et la nouvelle de Lewandowski, c'est bon, il va toujours rester au Bayern ou va-t-il partir en fin de saison? C'est pas sûr. Pour l'instant, rien n'est confirmé du côté du joueur. On sait qu'il a changé d'agent il y a quelques semaines. Mais tel que les choses se positionnent du côté du Real, je pense qu'on est tellement là-dessus. La somme proposée peut lui faire tourner la tête. Il a tout montré au niveau du Bayern, de Munich, ou bien de l'Allemagne. D'abord du côté du Borussia, ensuite au niveau du Bayern. Je crois qu'il a envie d'aller voir ailleurs, même si aujourd'hui il ne s'est pas exprimé pour l'instant. On va suivre cette actualité-là de très très près. Robert Lewandowski qui a envie quand même d'aller jouer dans le championnat où se trouvent souvent les étoiles. Cette fois-ci, on va faire le frein et juste aller du côté où le nouveau leader a pour couleur le noir et blanc. Tutto Calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Ézéchiel, du côté de la Serie A italienne, le nouveau leader a pour couleur le noir et blanc, c'est ça? Oui, c'est bien la Juve. C'était la 28e journée, mais il faut quand même noter que c'est une journée qui n'était pas comme les autres, puisque c'était la première sans Davide Astori, qui décédé le 4 mars dernier. Donc son absence s'est faite ressentir sur tous les terrains. Justement, une minute du silence. On lui a rendu hommage dignement. Et pour une fois, nous parlerons premièrement de la Fiorentina, qui était face à la Fiorentina qui était face à Benevento. Eh bien, la Fiorentina s'est imposée 1-0. Et le buteur, c'est le remplaçant de Davide Astori. Justement. C'est touchant. Lui qui a marqué ce but, Victor Hugo. Victor Hugo. Oui, c'est bien son nom. C'est pas le savant, c'est un descendant du savant. C'est un assez important dans l'histoire du monde. C'est bien son nom. Il est français? C'est un Français, David Astori, qui porte le dossard 13. Et bien le buteur, c'est le dossard 31. Voilà. De l'autre côté. Et il semble que le dossard de David Astori va être retiré. C'est qui est normal. C'est le dossard 21 et d'ailleurs à la 21e minute, il y a encore eu arrêt de jeu. Et de l'autre côté de Cagliari, il portait le numéro 13. À la 13e minute également, il y a eu arrêt de jeu. Magnifique hommage. Donc, comprenez que c'est, comme je l'ai dit, c'est une journée pas comme les autres, puisque la Juve a pris aussi la tête de ce championnat-là. La Juve, nouveau leader. La Juve qui a donc battu Udinese 2-0. Et dans la foulée, il y a eu le match en retard face à l'Atalanta. La Juve s'est encore imposée 2-0. Donc voilà la Juve qui est très très forte. Et justement, on va parler de ce match Juve-Udine. C'est extraordinaire. Quand on écoute Magnifico. Paolo Dybala. Doublé dans ce match face à l'Udine. De Dybala face à Udine, donc 2-0. Dans la foulée, l'Inter qui recevait le Napoli. Le Napoli qui devrait normalement gagner pour rester dans cette course ou dans le rythme, de la Juve. Eh bien, ça a été un match nul à l'arrivée, 0 but partout. Et le Napoli qui perd donc du terrain sur la Juve qui part encore pour aller chercher ce titre-là. Vous l'aviez vu venir?
Oui, c'était possible puisque le Napoli, entre-temps éliminé en Ligue Europa, éliminé d'abord reversé en Ligue Europa, et après s'être classé 3e de son groupe en Ligue des Champions, et après éliminé également en Ligue Europa, on a senti que ça n'allait pas fort pour le Napoli qui s'essoufflait au fil des journées. Mais qui restait quand même sur une série de victoires. Voilà, on se dit justement que comme il y avait que la série A pour le Napoli devrait normalement se concentrer sur ce championnat-là, puisque la Juve jouait encore sur d'autres tableaux. Oui. Il y a la Coupe d'Italie, la Ligue des Champions et puis le championnat. Mais le Napoli qui manque donc l'occasion de garder la tête de ce championnat-là. On parlera également de la Roma qui était face au Torino. La Roma s'est imposée facilement, 3-0 avec un but de Kostas Manolas, De Rossi et Pellegrini. Cagliari recevait la Lazio. Oui. Eh bien, 2 buts partout à l'arrivée. Oui. Un match magnifique, un match à sensation, on dira. C'est clair. Puisque le but égalisateur de la Lazio est marqué à la 90e minute par Ciro Immobile. Et le Milan AC de son côté, était en déplacement à Genoa. Oui, à Genoa. Oui, victoire 1-0 pour le Milan AC. But marqué également à la 90e minute par André Silva. La Fiorentina, de son côté, on l'avait dit, a battu Benevento 1-0. Oui. Et puis, le duel de Vérone entre le Hellas et le Chievo, c'est bien le Hellas qui s'est imposé 1-0 grâce à Caracciolo. Et puis, on parlera de cette victoire de Crotone face à la Samp, 4-1. C'est une sensation. Oui, une sensation. C'est clair. La Samp qui est quand même classée en haut de classement. Ils sont 7e. Et Crotone qui était l'antenne rouge avant ce match-là. Et c'est bien sûr cette victoire qui permet à Crotone de sortir de la zone rouge. Et c'est la première fois d'ailleurs depuis 2 ans que Crotone est en série italienne. C'est la première fois que Crotone bat une équipe du top 10 avec plus de 2 buts d'écart. Intéressant. Et au classement, la Juve prend 4 points d'avance sur le Napoli. Sur le Napoli, soit 14 points pour la Juve, soit 10 pour le Napoli. La Roma loin derrière avec 56 points. Oui. 4e, la Lazio, 52 unités pour l'Inter, 5e. Et puis le Milan AC qui revient, le Milan AC 6e, qui vise désormais une place en Ligue européenne des champions. C'est possible. 7e, la Samp, l'Atalanta est classée 8e avec 41 points, 38 pour le Torino et Udinese qui complète le top 10 avec 36 points. Spal Ferrara 24 points, 17e. Oui. Et puis dans la zone rouge, on a Sassuolo 24 points, 19e le Hellas Vérone, puis 20e et bon dernier Benevento qui ne compte que 10 petits points. Et au tableau des capo cannoniere, oui, il y a la Lazio qui est en tête avec Ciro Immobile. Ciro Immobile qui compte 24 buts. Et puis suit Mauro Icardi de l'Inter, 18 unités. Et puis Paulo Dybala, 17 réalisations qui complètent le podium. Et maintenant, la meilleure attaque et la meilleure défense, c'est la Juventus. C'est quand même incroyable. 67 buts marqués, 15 encaissés. C'est quand même incroyable. Fifi, moi, j'avais misé sur la Juve ici. Oui, tout justement. le monde parlait de Napoli. Non, c'est votre avis. C'est votre avis. On le respecte. Aujourd'hui, c'est. Voilà. Donc, aujourd'hui, on veut dire quelque chose? Là, on veut du renouveau. Ah oui. En Serie A. Mais le Napoli a refusé, c'est tout. Aïe. Donc, vous pensez que c'est fait? Ben, c'est fait parce que déjà 4 points d'avance. Oui. Or, le Napoli qui commence pas à s'essouffler, ça va être compliqué. Oui. C'est en ce moment que la vieille dame est en train de redémarrer sa machine. Justement. Ça va être compliqué de pouvoir rattraper la vieille dame, même si c'est un match de football. Mais je crois que le Napoli commence pas à s'essouffler. Ah oui, c'est quand même incroyable. À 10 journées de la fin, 4 points d'avance. Mais n'oublions pas, on parle sous votre contrôle, le Napoli, non. La Juve va jouer le Napoli, l'Inter Milan et d'autres clubs également intéressants. Donc, il y a de gros matchs à jouer pour la Juve. C'est peut-être là que la saison où les titres va se jouer. Donc il y aura quand même 3 matchs difficiles pour la Juve. On attendra de voir. Mais en tout cas, la vieille dame avec 4 points devant, je pense que ça va être difficile pour le Napoli. Et je pense que les supporters du Napoli vont beaucoup prier de voir la Juve aller plus loin en Champions League. Et surtout que c'est Gonzalo Higuain qui marque. Ah, mais c'est quand même... Et il va au bon moment. Ça fait mal. Les supporters du Napoli, ils sont là. Ça fait très mal. La prochaine journée avec vous, la 29e journée démarre demain samedi avec Udinese Sassuolo, puis Spal Juve. Et dimanche, on aura les autres rencontres. La Samp sera face à l'Inter. Le Milan C reçoit le Chievo. La Roma en déplacement joue Crotone. Le Napoli sera face au Genoa. La Lazio accueille Bologne. Le Torino Fiorentina. Hélas Atalanta. Puis
Benevento Cagliari. Et grazie mille Ezekiel Ayataï, toujours avec la complicité de Gilda. Cette fois-ci, on va de l'autre côté. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Et nous parlons de la Ligue 1 Conforama où le Paris Saint-Germain est tout en confort. Bien sûr. Même s'ils ont difficilement gagné 2-1 face à Angers. Oui, ça c'était pour le compte de la 31e match avancé, c'est ça? Voilà, match avancé. Mais le week-end dernier, on jouait la 29e journée. Allons-y. Et déjà vendredi, Monaco a dominé en déplacement Strasbourg. 3-1, des buts de Jovetic. Un ancien de la Serie A italienne. Voilà. Ronny Lopez et puis Fabinho ont donné quand même la victoire à Monaco. Oui. Et Paris Saint-Germain qui domine, mais 5-0. Oh là là, c'était le samedi. Ne parlez pas du score, c'est bon comme ça. Thomas Meunier, Nkunku par 2 fois. Le Séville a failli marquer dans cette partie. Oui, mais malheureusement, n'a pas marqué. Mais il y a quand même une bonne nouvelle pour De Séville dans ce championnat, c'est qu'il fait partie des 5 meilleurs passeurs de la Ligue 1. En 21 matchs, 7 pas décisifs, même nombre de passes que Tauvin, je crois, et il fait partie quand même des 5 meilleurs passeurs de Cher spécialiste, votre avis là-dessus? Finir parmi les 5 meilleurs passeurs décisifs du championnat? C'est bien pour le Togolais, même si son club ne répond pas, ce qui est malheureux, mais on sait que c'est un joueur technique qui va très vite, qui peut, dans un mouchoir de poche, déposer son adversaire. Oui. Donc, c'est bien pour lui. C'est sûr qu'il ne va pas rester à Metz. Donc, c'est ce qui pourrait l'aider à ne pas suivre Metz en deuxième Ligue 2. C'est déjà pris. C'est déjà fait pour Metz. Fifi, vous le voyez quand même quitter. C'est vrai qu'il est prêté. Il est prêté par son club Standard de Liège. Standard de Liège. Mais moi, j'aimerais bien le voir la saison prochaine en Ligue 1. Rester en Ligue 1 dans un autre club. Aller dans un autre club que Metz. C'est sûr qu'il ne va pas rester à Metz si Metz tombe en Ligue 2. Mais c'est déjà parti. Déjà. Bordeaux et Angers font match nul 0 but partout. Il y a eu beaucoup de matchs nuls le week-end dernier. Dijon a mis 1 but partout avec une passe décisive de Serge Gakpé. Et Lille... Non, voilà. Bien sûr. C'est Lille et Montpellier plutôt qui font un but partout. Et Dijon et Amiens, voilà, c'est ça. On fait un but partout. Et ce match-là, vous savez comment ce match s'est terminé. Oui. Les supporters, on voit ça. On parlait du match Lille-Montpellier. Lille-Montpellier, un but partout. Les supporters lillois, quand même, ont voulu s'apprendre à leurs joueurs. Ils ont essayé. Vous comprenez cette réaction des supporters? Non, c'est d'un autre siècle. On ne peut pas accepter. On n'accepte pas plus ça en Afrique. C'est quand même choquant de voir. On ne l'accepte plus. Ça arrive en Afrique, mais aujourd'hui, nous ne l'acceptons plus. Nous condamnons fortement cela en Afrique. Et quand on voit ça dans des pays encore plus développés, on se demande vraiment où va le monde. Et ce sont des actes à condamner, même si Lille aujourd'hui est avant-dernier du championnat et que Lille peut se retrouver également en Ligue 2. On n'accepte pas ce comportement des supporters. Et vous savez que la commission de discipline de la Ligue 1 a frappé fort. C'est des matchs à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Et ces supporters-là sont venus d'ailleurs. Et quand même, Armel, des supporters qui quittent la tribune, qui viennent sur la pelouse et qui s'en prennent aux joueurs. Oui, je pense qu'ils ont le droit de manifester s'ils ne sont pas contents des résultats. Mais cette manière-là qui a été choisie est la plus mauvaise possible. Parce que d'ailleurs, c'est une manière qui va donc priver le club de matchs et donc de revenus déjà financiers. Et puis pour la visibilité du club qui, on le sait, depuis le début de la saison, s'est lancé dans un nouveau projet, ce n'est pas bien. C'est un projet bidon. Oui, le projet, il est bidon, mais encore faut-il avoir des projets que de ne pas en avoir. Donc, il faut juste apporter des améliorations à ce projet-là. Et donc, la patience doit se faire voir de la part de ses supporters. C'est un problème d'éducation, je le dis très souvent. Et puis, en France, on sait que ce n'est pas forcément des gens patients. Les supporters ne sont pas patients, mais il va falloir penser à cela pour essayer d'apporter une autre image, puisque la Ligue 1 Conforama vend aussi son image là, avec aujourd'hui tous les meilleurs joueurs pratiquement qui sont aussi là. Donc c'est aussi tout le championnat entier qui est mis en danger quand on fait de ces genres d'attitudes. Voilà. Michel, votre avis sur cette situation? Non, je pense que ce sont des actes à condamner, surtout avec véhémence. Il y a plusieurs manières de revendiquer les choses, maintenant s'en prendre aux joueurs. Je pense que ce ne sont pas des manières pour pouvoir réclamer les choses.
voilà, on remarque ça véritablement en France. Mais peut-être qu'ils étaient dos au mur, les supporters. Ils se disent qu'on ne peut pas faire autrement. Et vous pensez que c'est la manière de pouvoir réclamer des choses? Je pense que ce n'est pas bien. Voilà, il faut revoir ça. Surtout que ça devient fréquent en France. Hein. On ne voit pas ça seulement du côté de Lille, mais partout. Il y a aussi la Grèce. Voilà. Ce sont des attaques condamnées. Roméo, votre avis là sur le sujet, parce que c'est... Justement, j'allais en venir. Si un président du club descend sur l'aire de jeu avec un pistolet, et que les supporters, eux, ils sont venus peut-être nus pour afficher leur mécontentement. Dans tous les cas, c'est pas bien. Oui, je pense que ces supporters-là auraient peut-être tourné le dos à la pelouse pour dire qu'on ne regarde plus le match. C'est mieux que d'envahir. Vous savez ce qu'ils ont dit? Non. On descend. Ah oui, on vous descend. C'est fort, ce sont des messages quand même forts. Oui, c'est des messages forts. Vous savez, c'est des ultras là-bas du côté de Lille. Et les Dogs qui sont en mauvaise posture, qui risquent d'aller en deuxième division. Vous savez, on a renvoyé des entraîneurs, il n'y avait pas de résultat. Bielsa est venu avec maintenant un problème juridique sur la table. On n'a pas fini de traiter ça. Galtier, qui a fait un bon parcours avec Saint-Étienne, est arrivé, beaucoup pensaient que c'était lui le Messie, mais finalement il ne réussit pas et ça crée des frustrations. Maintenant, aller battre ou bien bousculer les joueurs, les violenter sur la pelouse, je pense que ce n'est pas la meilleure des façons. Et le résultat, on a vraiment sanctionné le club qui sera obligé de jouer à huis clos. Donc je pense qu'à 10 journées de la fin, ce n'est pas la meilleure des manières, c'est vrai. Les supporters veulent des résultats, mais peut-être il y a une autre façon, comme l'a dit Roméo, refuser d'aller au stade pour dire au club que nous ne sommes pas d'accord avec les résultats. Maintenant, ils l'ont manifesté violemment et c'est pas bien pour l'image du club, pour l'image de la Ligue 1 conformément. Vous savez qu'entre-temps, il y a eu des manifestations qui ont brisé une partie de la tribune. Je crois que c'est Amiens. Oui, c'est Amiens, oui. Face à Amiens. Ce n'était pas bien. Et il faut trouver d'autres manières de pouvoir manifester son mécontentement. Oui, rapidement, oui, 10 secondes. Ce qui est curieux, c'est que l'une des raisons pour lesquelles Lille a été poussée de construire un nouveau stade, c'était justement pour ce problème. Parce qu'on n'arrivait pas dans l'ancien stade à canaliser les ultras. Mais chose curieuse, la dernière fois, ils n'ont pas du tout été canalisés. C'est curieux. Donc on se demande comment est-ce que alors on a construit ce stade-là. Voilà quoi. Et surtout la responsabilité également des stadiers dans cette affaire. Comme le fait si bien en Angleterre, les supporters d'Arsenal, ils ne viennent plus au stade, les tribunes sont clairsemées. Voilà. Allez comprendre quelque chose. Les autres résultats. Oui, victoire du FC Nantes face à 3, 1-0. Rennes et Saint-Etienne qui se séparent également 2-2, 1 but partout. Oui. Puis le dimanche, Nice qui allait battre Guingamp en déplacement, qui a battre Guingamp à domicile 5-2. Et enfin une victoire de Lyon. Après pratiquement 6 matchs. Lyon qui gagne enfin face à Caen 1-0. Et puis Marseille qui domine en clôture de la 29e journée. Et Toulouse 2-1 en déplacement également au Campos et Mitroglou. Justement, on marquait pour Marseille. Oui. Au classement, le PSG est toujours en tête avec 80 points, avec un match de plus, suivi de l'AS Monaco 63 points. Et Marseille est 3e avec 59 points, suivi de Lyon 4e avec 54 points. Le FC Nantes retrouve le top 5 avec 43 points en bas. On retrouve 3 à 28 points, 18e, 19e Lille, 28 points également. Et puis FC Metz, bon dernier avec 20 points. Maintenant, on va s'intéresser au classement des meilleurs buteurs. Des meilleurs buteurs, Edinson Cavani, 24 buts, et suivi de Neymar, bien que blessé, 19 buts. Falcao est 3e avec 17 buts. Thauvin, 4e avec 16 buts. Mariano Diaz, 5e avec 16 buts. La prochaine journée? La prochaine journée commence dès ce soir. L'AS Monaco joue Lille. Lille qui a un déplacement encore face à l'AS Monaco, ce sera compliqué. Bordeaux reçoit Rennes demain. Amiens joue 3. Angers reçoit Caen. Montpellier attend Dijon. Toulouse reçoit Strasbourg. Et puis dimanche, Nice. Le Presse Saint-Germain se déplace à Nice pour la 31e journée. Puis Metz reçoit Nantes. Saint-Etienne joue Guingamp. Et en clôture, comment on l'appelle déjà, l'Olympico. Voilà, l'Olympico. Marseille
qui reçoit Lyon. Ah oui, Marseille qui s'est qualifié pour la suite de la compétition. C'est le troisième face au quatrième. Ah oui, j'espère que nous espérons voir un beau match entre les deux formations de l'Olympique de Marseille et celle de l'Olympique lyonnais. Merci beaucoup Fifi Assogbavi. On va remonter le générique et juste derrière, on va enchaîner. Et nous parlons cette fois-ci du terme sportif. Fifi, on va s'intéresser toujours, on va vous permettre toujours de garder le micro. Et là, cette fois-ci, on va parler de la pelouse, ou bien du terme pelouse synthétique, c'est ça? Oui, la pelouse synthétique, voilà, c'est encore appelé pelouse artificielle. D'accord. Ou encore gazon artificiel. D'accord. Ou encore gazon synthétique. C'est un tapis développé afin d'imiter au mieux le gazon naturel. En connaissant le gazon naturel sur les terrains de football, maintenant on imite avec du tapis, avec des matières synthétiques, on imite au mieux le gazon naturel. La première construction d'un terrain de gazon artificiel remonte en 1965 dans l'astrodome de Houston. Ah, d'accord. Et après l'installation, c'est comme si ça a intéressé plusieurs et ça s'est enchaîné surtout dans les années 70 où on a vu le développement des terrains à gazon synthétique. Aujourd'hui, il y en a un peu partout. Nous en avons même à Lomé, au stade municipal. Et il y a quand même des avantages à avoir le gazon synthétique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de chaleur, surtout en Afrique, ça dégage beaucoup de chaleur, mais déjà on peut dire que il y a moins de soucis, par exemple, de boue quand il pleut. C'est utilisable rapidement par rapport au gazon naturel et ça entraîne moins de travail parce que le gazon naturel, il faut de temps en temps le fertiliser, le tracer les lignes, entretenir, alors que le gazon synthétique, quand on l'a, on peut l'utiliser, on a moins de travail par rapport au gazon synthétique, par rapport au gazon naturel. Et aujourd'hui, surtout en Afrique, ça commence véritablement à populer un peu partout. Les gens préfèrent avoir le gazon synthétique pour pouvoir permettre de l'utiliser plus longtemps et avoir moins de travail. Et c'est une réponse également à l'un des aspects des infrastructures, surtout en Afrique. Mais Roméo, est-ce qu'on peut faire des tacles glissés sur des pelouses synthétiques? Oui, ça se fait, mais sauf que quand vous relevez... il y a une petite pièce là. Oui, ça peut se faire même si l'entretien n'est pas bien fait parce que vous savez qu'en dessous, il y a du béton. C'est ça. Lorsque ce n'est pas bien entretenu, lorsque vous vous amusez à faire les tacles glissés comme Roméo le dit, vous allez vous sortir avec... imaginez. Ah oui, imaginez un peu. Pour nos vies encore. Donc, c'est important de l'entretenir. Par exemple, la pelouse synthétique qui se retrouve au niveau du stade municipal, on va dire que c'est complètement fini. Il semble que ça a été déposé en 2006. On doit refaire, mais on continue de jouer là-dessus. Ce n'est pas bien pour les joueurs. Le gazon synthétique, on dit ça une durée de vie de 10 ans. 10 ans. Donc, normalement, après 10 ans. Si on l'entretient. 10 ans si on l'entretient. En principe, ce gazon-là, on doit le renouveler parce que... ça fait 12 ans maintenant. Oui, 12 ans maintenant que ça a été déposé. C'est un peu avant la CAN des cadets à Lomé en 2007. 2007 voilà. Exactement. Merci beaucoup, professeur Fifi, pour ces informations. Gazon naturel ne pas confondre avec les gazons sauvages aussi. Justement, parce que il y a des fois, il y a des petits touffes qui sortent dans la maison, on se dit tiens, on a un gazon. Surtout dans nos lycées même, quand vous prenez les terrains de nos lycées, il y a des gazons, on pense que ce sont des gazons. Merci beaucoup Fifi Assogbavi. Et là, cette fois-ci, oui, chers auditeurs, vous avez l'opportunité de composer le 22 37 73 50, le 22 48 93 31 pour se prononcer sur les affiches probables que vous voyez concernant les quarts de finale, les tirages au sort des quarts de finale de la Ligue européenne des champions qui a lieu tout à l'heure sous les coups de 11h temps universel. Mais bien avant de recevoir vos coups de fil, on va s'intéresser à quelques questions. Je pense qu'il y a déjà il y a déjà des auditeurs qui commencent à se signaler. On va d'abord passer aux questions des auditeurs. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Alors, la première question, elle est de Noumovi Ablam. Il pose la question à savoir, est-ce que Théo et Lucas Hernandez, le nouveau venu en France, sont des frères? Oui. Alors, qui prend la parole? Ce sont des frères. Oui, ce sont des frères. Oui,
leur papa avait joué à l'Olympique de Marseille. D'accord. Entre-temps, il y avait eu bruit familial. Vous allez voir que l'autre avait déclaré il y a quelques semaines qu'il se sentait plus espagnol que français, qu'il parle d'ailleurs mieux l'espagnol que le français, donc il s'attend à jouer pour la Roja, mais lorsqu'il a été appelé, il a rapidement changé de position. Ça a été une mauvaise communication pour lui. Il a dit qu'il était fier de jouer pour son pays, donc je pense que c'est bien. Donc pour comprendre, pour savoir, ce sont des frères. D'accord. Merci beaucoup pour la réponse. Je crois que l'un joue au Real. Et l'autre à Atlético Madrid. Oui, voilà, vous le dites si bien, vous qui patronnez ce championnat. La deuxième question, est-ce que Karim Benzema est sur le départ du côté de Madrid? Si oui, pour quelle destination? La question est de Serge Alex Sakou. Un peu partagé parce que quand on voit la performance, Karim Benzema doit quitter le Real Madrid parce que son rôle c'est de pouvoir marquer. Il doit quitter. Moi, je ça c'est un supporter. Voilà, non. Soyons directs. Vous savez, parce que son objectif, ça dit, son rôle c'est de marquer, mais il n'arrive pas à le faire. Voilà, la destination, ça peut être Arsenal ou bien un club de la Ligue 1 Conforama. Maintenant, ce joueur... Vous voyez Benzema revenir en Ligue 1? Ah oui, il peut revenir. Parce que moi, je pense que son niveau... S'il reste en Ligue 1... Soyez sérieux, s'il vous plaît. En fait, son niveau actuel correspond à un club quand même de la Ligue 1 Conforama. Oui. Maintenant... Vous ne voulez pas le citer? Non. Bon, peut-être... Le Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain, je ne crois pas. Marseille, Lyon. Retourner à Lyon. Il peut retourner à la maison. C'est possible. Ah oui, c'est possible. Maintenant, quand on voit comment ZZ aime ce joueur, Zidane, bien sûr, aime ce joueur, c'est pas s'il va le libérer. Mais en tout cas, on a des prétendants. Mauro Icardi. Mais il parle comme s'il est agent du Real Madrid. Il a ses prétendants. Ah oui, sacré Michel Takwa, intéressant. Ah oui, vous faites mieux qu'un certain Ngono, hein. Vous faites mieux que lui. La troisième et dernière question qui nous est parvenue. Combien gagne le vainqueur de la Ligue Europa, Sagbo Robert? Oui, le vainqueur de la Ligue Europa gagne 6,5 millions d'euros net. Vous pouvez convertir ça en francs CFA pour ceux qui ma calculatrice ne tient pas ces calculs. Il y a cette possibilité. Mais on va un peu détailler les choses. Hein. Oui, il faut dire qu'il y a au total pour les phases de poule jusqu'aux phases de groupe, c'est-à-dire les tours préliminaires, au total 48 participants. Alors, du coup, quand vous qualifiez pour les phases de groupe, vous avez 2,6 millions d'euros net. Maintenant, les bonus de victoire. En cas de victoire, 360 000 euros par victoire. En cas de match nul, 120 000 euros. Maintenant, en huitième de finale, 500 000 euros si vous êtes qualifié pour les huitièmes de finale. Si vous êtes qualifié pour les quarts de finale, vous avez 750 000 euros, 1,6 million d'euros. Pour ne pas dire 1 600 000 euros. Voilà, 1 600 000 euros en demi-finale. Et puis, bien sûr, le gagnant, 6,5 millions d'euros pour le gagnant de la finale. Vous n'avez pas encore répondu à ma question. En CFA, ça donne combien? Le finaliste gagne 3,5 Il n'aime pas convertir. Alors, près de 2 milliards. Quand il convertit, il tombe malade. 2 milliards de francs CFA. Souvent, quand il convertit ça en CFA, il tombe malade. Sacré, même 2 milliards de francs CFA. Ah oui. Il faut également préciser que la cagnotte s'augmente au fil des saisons. Des saisons, oui. Voilà, parce que par rapport également aux droits télé, tout cela. Oui. Peut-être qu'en 2019, il y aura encore plus d'argent dedans. C'est clair. Et surtout qu'au niveau de la Ligue des Champions, n'en parlons pas. Sauf que c'est vrai que le vainqueur de les droits télé en Angleterre sont énormes par rapport à la cagnotte du vainqueur de la Ligue des Champions. Voilà. Imaginez la suite. Et dire que c'est pratiquement la moitié de cette somme que Mourinho a dépensé pour acheter ses joueurs. Oh là là. Oh là là. Sacré Ezekiel Ayataï. Oui, on le disait tantôt, on a encore 6 bonnes minutes. Oui, chers auditeurs, vous pouvez composer le 22 37 73 50, le 22 48 93 31 pour nous donner vos affiches des quarts de finale. Il y en a déjà qui nous ont donné par le réseau social WhatsApp. Il est déjà en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo Folipoy. Badé-nous, comment vous allez? En pleine forme. Alors, nous vous écoutons pour vos tirages virtuels, bien sûr. Voilà, et ce matin, je vais poser une question. J'aimerais savoir si on joue un pénalty à 2 temps, si on peut dire encore que le but est marqué sur pénalty.
Oui. Si on joue un penalty en 2 temps, Oui. si ce même penalty est toujours... Si c'est le but est marqué sur penalty. D'accord. Allez-y, oui, c'est penalty. Oui, c'est une façon également de tirer. Ah voilà, c'est une façon de tirer également. D'accord. Vous l'avez essayé? Moi, je vois un Real Madrid de Matici et Barça, Juventus et Bayern et Roma. Très bon tirage. Hein? Bayern. Donc, allons-y posément. Bayern, Roma, Real City et puis Barça, Juventus. Oh, comme encore l'année passée. Voilà. Et le cas de Séville, Séville va tirer Liverpool. C'est ça. Sûrement. Alors, un clin d'œil au fan de Barcelone et au fan de Barça. Ah oui, ça fait 2 fois. Super. Merci beaucoup, Kao Carré. Bonne journée à vous. Il y a un autre auditeur également en ligne. Bonjour, bienvenue. Alors? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Comment vous portez-vous? Dieu merci. D'accord, nous vous écoutons. Vous avez David à l'appareil. Oui. Le négociateur. Ah, David le négociateur. D'accord, nous vous écoutons. Il faut nous négocier ce tirage. Ok, moi j'aimerais voir un quart, un Real face à Séville. Real Séville. C'est pas facile. C'est un bon tirage aussi. Il fallait donner Real Roma. Allez-y. J'aimerais voir Mohamed Salah jouer comme son ancienne équipe, quoi. Ah d'accord, Liverpool face à la Roma. Très bien. Oui. Et le Barça face à City. D'accord. Et Guardiola également contre son ancien Barça, son ancien club. Voilà. Et le Bayern qui sera face... Merci. Voilà, je vois bien. C'est bien noté. Ok, merci, bonne émission. Merci négociateur, à très bientôt. Un autre qui suit, bonjour, bienvenue. CR7. Je ne m'appelle pas bienvenue quand même. Ah, CR7. Oui, c'est bon. Nous t'écoutons. Comment tu vas? Très bien. Merci beaucoup. Bonne émission à vous tous. Merci Romain. Je vois le Real contre l'Achero. D'accord. Le Barça contre Liverpool. D'accord. Le Bayern contre la Juventus. Oui. Et puis City, Séville. Ah oui, ça aussi, ce sont des tirages assez intéressants. Hein. C'est aussi facile pour vous, votre club, le Real, hein, Real Roma. Moi, c'est mon tirage que j'ai fait. No comment. Bonne journée à tout le monde. Merci, bon vendredi à toi aussi. Ok, d'accord, on va encore continuer les discussions ici avant que notre auditeur ne rentre en ligne. Il est déjà là. Bonjour, bienvenue. Aïe, il est parti. Il va falloir qu'il nous revienne. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Oh, bien. Alors, présent... Michel Platini depuis Dalavé. Michel Platini depuis Dalavé. Vous nous recevez bien là-bas? Oui. Merci beaucoup. Allez-y, Michel. Oui, moi je vois FTTV contre AS Rome, Bayern Munich, FC Barcelone. D'accord. Real Madrid contre Liverpool, Manchester City Juve. C'est très très bien noté pour vous. Michel Platini depuis Dalavé. Bonne journée à vous. Bien, on finit, on va prendre un dernier. S'il y a un dernier, je pense que c'est bon. On ne va plus prendre d'appel cette fois-ci. Oui, on va faire le tour de table et rapidement, chers spécialistes. Oui, votre top 3, Franck Nounama. Top 3 africain? Top 3. Est-ce que j'en ai pour ce week-end? Oui. Je pense que, comme toujours, depuis un moment, Salah est... Mais sauf qu'il n'a pas marqué ce week-end. Oui, il n'a pas marqué, mais il conduit bien les choses pour moi. Oui. Et voilà, donc... vous le gardez toujours? Oui, je le garde. Et puis bien sûr. Le reste, je peux mettre à côté qui déjà son coéquipier. Oui. Mais je n'en ai pas. Un troisième, je n'en ai pas. D'accord. Robert, monsieur Mouillet là-dessus? Bon, moi, cette fois-ci, je mets Riyad Mahrez pour son retour assez intéressant. C'est intéressant. Voilà. Fifi? Bon, moi, je n'ai pas de top 3. D'accord. Ézéchiel? Riyad Mahrez et Toko Ekambi. Ekambi, oui. Et puis Mathieu de Séville. Mathieu de Séville qui est là aujourd'hui dans la liste des 5 meilleurs passeurs décisifs de la Ligue française. Et nous allons rapidement saluer certains de nos amis. Roméo Yetor. Voilà, je salue Ebenezer de Totti, One Love CR7, Gidas de Boissimé,
Kofi de Badou, j'ai eu ton message, sauf que ton vœu n'a pas été exaucé par Dieu, parce qu'il préfère Messi. Ah d'accord, je vois un peu. Il a dit Messi aura carton rouge et puis on va éliminer Barça. Sauf que c'est Merci qui a porté Barça. Je suis désolé pour toi. Fifi Assogami. Je salue, comme je l'avais promis, Zarif. Félicitations, je n'étais pas là le vendredi dernier, félicitations quand même au Real. Gordo Mela, également sur la plateforme, je pense à tout le monde, à tous les fans de cette émission. Michel? Oui, bonjour à ma mère chérie, à mon aîné Antoine Takba, à Edouard Agbetsou et à tous ceux qui connaissent Michel. Franck Mouyama. Oui, bonjour Esther, bonjour Pascal, Daniel Kenneth, bonjour Wandog le Barcelonais, bonjour Akpene, bonjour à l'honorable Joseph Tico Kofi Akoda, bonjour la DG, et puis bonjour à tous les autres qui nous suivent, on oublie certainement. Bien sûr. Ezekiel Aïataï. Je dis bonjour aux Parisiens, Elliot Mablé et Manu à côté, je pense, et Joujou. Je pense qu'ils ont déjà digéré l'élimination en Ligue des Champions. Bonjour à Rachida Alassani, à Moussi Mocho, à Bilas Macha, à toute l'équipe de Mouzou FC, sans oublier ceux qui nous suivent du côté de Décan. Bonjour également à Boga de Rancop et Fomé le Barcelone. Armel, vous bouclez la boucle? Oui, Lazare qui est souffrant, bonjour à toi. Et puis une pensée particulière à tous les Madrilènes qui se sont très vite déconnectés le mercredi. Voilà, je les ai cherchés en vain. Merci également à tous ceux qui nous ont écoutés du côté d'Ablogamé et puis d'Avedji. Bonjour à Joël Aïe, à Yvette Clousset, à Brocadio Faustin, également à tous ceux-là. Oui, vous êtes des inconditionnels. Tous ceux qui sont sur la plateforme fan PFE Sport FM. C'est tout ce que nous pouvions dire aujourd'hui concernant notre émission. C'est fini. Merci beaucoup à vous d'être passé dans ce studio Messaniamé. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Mais tout à l'heure, dans moins de 30 minutes, il y aura le tirage au sort, de la Ligue. Bonjour à Dagan, qui forcément, je sais qu'elle est déçue après la qualification du Barça. Vous verrez ailleurs. Je rappelle aux auditeurs qu'ils vont suivre ce tirage en direct sur Radio Sport FM. Merci. 11h. Merci beaucoup DP pour cette précision. Tout à l'heure, dans moins de 30 minutes, le tirage au sort en direct. Parlons des quarts de finale de la Ligue européenne des champions. On se dit à très très bientôt. Surtout bonne suite des programmes sur Sport FM, la radio qui mouille le maillot.